Alors, si vous permettez, je vais refaire un petit retour en arrière, un petit cheminement pour dire pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a le eCPF, et je vais expliquer pourquoi le eCPF. Donc, c'est au mieux, depuis 2018, 2019, 2020, nous avons été présents au FIC au titre du e-commerce illicite. Donc, ce commerce électronique, ce commerce en ligne, mais dans son volet illicite. Le sujet a attiré, on a eu à la fois, je veux dire, une audience présente forte, comme vous êtes aussi présent aujourd'hui, et en même temps, en parallèle, une montée du e-commerce. Bon, c'est un secret pour personne, ça va être présenté dans les tables rondes à venir. C'est un phénomène économique, c'est un phénomène de société, et on ne peut pas l'ignorer. Pour le FIC, qui voyait, si vous voulez mieux, la cybersécurité au départ à travers les hackers, à travers le vol de données, les destructions de systèmes, etc., il y a eu une prise de conscience comme quoi, finalement, le e-commerce illicite est une activité criminelle dans le cyberspace et qu'à ce titre, il relève de la cybersécurité. Et les présentations qui vont être faites aujourd'hui montrent qu'on a effectivement une menace criminelle dans l'espace cyber qui porte préjudice. Donc ça, c'est, si vous voulez mieux, les 3 dernières années. Alors, vous allez me dire, on est à l'automne 2021 et le dernier FIC était il y a 18 mois. Mais oui, ça c'est les aléas du Covid qui nous ont repoussés. Mais depuis plus d'1 an, depuis donc la réflexion sur le FIC 2021, qui a commencé, je veux dire, au printemps 2020, l'idée est venue de dépasser, je veux dire, des événements très ponctuels, une table ronde par-ci, une table ronde par-là, je veux dire une année, en tournant sur différents sujets, et de vouloir mener une réflexion un peu plus en profondeur. Et pour ce faire, nous avons, je veux dire, entre le dialogue que l'ALCI avait avec le FIC, élargi en quelque sorte la participation et la réflexion en associant 3 autres associations qui sont aussi intéressées par la lutte contre les activités commerciales illicites dans le cyberspace, dans le monde électronique. Alors, par ordre alphabétique, je citerai l'association de lutte contre le piratage audiovisuel, parce que le piratage audiovisuel, les produits audiovisuels, s'ils sont complètement électroniques, sont complètement net, sont aussi victimes d'activités commerciales illicites qui portent préjudice à la création audiovisuelle. Le deuxième association avec laquelle, je veux dire, nous travaillons, qui a d'ailleurs été présente au FIC l'année dernière, c'est la Fédération française de la vente à distance. Donc la vente à distance, on peut penser à quelque chose de très lointain, comme les catalogues de la Redoute ou je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est le e-commerce. Et la FEVAD regroupe des intervenants français et étrangers. Ensuite, nous avons, last but not least, et je salue Delphine Sarfati, qui en est la déléguée générale, l'Union des fabricants, qui, Delphine aura l'occasion de le dire, je veux dire, veille à la propriété intellectuelle, aux droits des marques, et c'est aussi quelque chose qui est important en France, puisque c'est tout un plan de l'activité économique qui est développé. Donc, nous avons, je veux dire, après ces 3 années, en accord avec ces 3 associations, décidé d'aller plus loin. Alors bien sûr, ces associations, elles représentent des membres, elles représentent des entreprises, elles représentent des acteurs économiques qui sont victimes du commerce électronique, qui peuvent aussi prendre des mesures de protection, mais au final, derrière les entreprises, on a le consommateur électronique. Et le consommateur électronique, c'est la victime. Alors en termes de sécurité, on en parle comme ça, c'est la victime ultime. C'est celle à laquelle on ne pense pas forcément, mais c'est celle qui paye parce qu'elle achète un produit contrefait, parce qu'elle achète un produit dangereux qui va lui ruiner la santé, parce qu'elle achète un produit d'origine, j'allais dire douteuse, si vous permettez l'expression, parce qu'il est exploité par des enfants, et on aura un sujet qui viendra cet après-midi, parce qu'il vient de zones de conflit sous embargo, et que par ses achats, le consommateur va en quelque sorte légitimer des mouvements qui sont des mouvements
criminels, des mouvements terroristes qu'il faut refuser. Donc, le consommateur est bien celui auquel on doit s'intéresser. Et je salue ici la présence d'un représentant de l'UFC Que Choisir, qui montre que les associations de consommateurs prennent conscience de cette dimension. Alors, tout ça nous amène, je veux dire, à l'intitulé même de notre journée, de notre forum, qui est l'e-Consumer Protection Forum. Alors évidemment, je veux dire, le FIC a des ambitions, je veux dire, internationales, et on a pris un nom, un acronyme qui est un acronyme anglais et international, mais on voit bien que c'est, en bon français, la protection du consommateur électronique contre toutes les agressions, toutes les actions illicites qui peuvent lui porter préjudice. Donc voici, si vous voulez mieux, après un travail d'approche de 3 années, pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette ICPF. Alors, je suis désolé, je reprends mes notes parce que je veux dire, il a fallu que je restructure mon discours rapidement. Alors, bien sûr, l'objectif de ce forum, c'est de faire conscience de la réalité, de la gravité de ce phénomène. Alors, c'est un message assez négatif. Ah oui, je le reconnais, quand on parle de menaces, je veux dire, c'est jamais rose, c'est toujours plutôt gris ou noir. Mais à côté de ça, il y a un message beaucoup plus positif, beaucoup plus clair, je dirais pas rose, mais de solutions, de mesures prises. Alors, les représentants des différentes associations montreront comment, à leur niveau, leurs membres prennent des dispositions pour protéger le consommateur, protéger les intérêts de leurs membres. Les pouvoirs publics qui participeront à la dernière table ronde, je veux dire, présenteront les mesures qu'ils prennent. Et je veux dire, on verra, à travers aussi des interventions de fournisseurs de services, de fournisseurs de solutions techniques, qu'on peut mettre un terme, on peut mettre le holà, on ne pourra jamais complètement l'éliminer parce qu'il y a une créativité criminelle importante. L'ancien gendarme que je suis peut s'empêcher de dire qu'on court après les voleurs, mais les voleurs ont une imagination créative, débordante et savent toujours s'adapter. Mais au moins pendant un temps, sur une forme d'activité illicite, on peut mettre un coup d'arrêt et puis après, si on est bien organisé, on peut anticiper les développements ultérieurs et les maintenir dans la limite de ce qui est acceptable. Et c'est donc à travers 4 tables rondes que nous allons aborder cet état des lieux de la menace, mais état des lieux des mesures de protection qui peuvent être prises. Alors brièvement, les 4 tables rondes, la première table ronde, qui sera dirigée par Delphine, va traiter des places de marché. Alors je ne veux pas anticiper sur ce qui va être dit dans la table marché, dans la table ronde, simplement est-ce que les tables de marché, les places de marché sont des cours des miracles, où tout est possible, ou est-ce que c'est des espaces sur lesquels on peut rêver d'une régulation, d'une forme d'intervention pour limiter le phénomène du e-commerce illicite. La deuxième table ronde va porter sur la fraude aux moyens de paiement. Parce qu'effectivement, quand on veut protéger le consommateur, on peut penser que le consommateur est victime et grugé parce qu'il a un produit contrefait, il a un produit volé, il a un produit dangereux, il a un produit d'origine, je veux dire, inacceptable. Mais il y a des cas beaucoup plus simples où le consommateur va payer et n'aura rien pour son argent. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, la fraude aux moyens de paiement. Troisième table ronde, qui est plus dans la recherche d'une solution, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent assurer que le produit qui est livré est un produit authentique, est un produit sûr. Donc on va s'intéresser à la traçabilité. Et la dernière table ronde va toucher à l'application et à l'évolution de la loi, en voulant redonner force à la loi. On a effectivement, les intervenants qui viennent du monde répressif, je veux dire, seront là pour le présenter cet après-midi, on a effectivement des lois, des dispositifs de protection qui existent, mais ils ne sont pas toujours faciles à appliquer, ils ne sont pas toujours exactement adaptés à la situation, et c'est une réflexion permanente qu'il faut avoir, l'adaptation et l'application des dispositifs législatifs. Voici donc, si vous voulez mieux, pourquoi
nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de la protection du consommateur électronique et comment nous allons le faire au cours de la journée. Je vais maintenant laisser la parole directement à la première table et à Delphine qui va aborder le premier sujet, donc des places de marché. Merci pour votre attention. Dominique, t'as pris mon chevalet avec le tien. Mon chevalet, il y avait le mien en dessous. Oui, oui, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Merci à Dominique Lapran de m'avoir donné la possibilité d'animer cette table ronde, ainsi qu'aux organisateurs. Merci à double titre. Le premier, c'est que pendant 1 heure, je vais pouvoir déjà enlever mon masque, ce qui est quand même très agréable. Et c'est un sujet, effectivement, qui non seulement est fondamental pour les entreprises, mais également pour les consommateurs. Je vais, avant de donner la parole à mes collègues qui sont à ma droite et à ma gauche, je voudrais juste prendre 1 minute pour vous présenter l'Union des fabricants, qui est l'association que je dirige, qui est l'association française de promotion et de défense de la propriété intellectuelle, dont les missions principales sont évidemment la formation des autorités publiques, la sensibilisation du consommateur et également l'influence, les discussions avec les pouvoirs publics, dans la mesure où la lutte anti-contrefaçon doit toujours rester une priorité pour les États, pour éviter que ces mêmes États soient déstabilisés compte tenu des personnes qui sont aux mains de la fabrication et de la distribution de la contrefaçon. J'ai le plaisir donc d'accueillir pour cette table ronde 4 personnes qui sont extrêmement compétentes et dont l'expérience n'est plus approuvée sur ce sujet. À ma droite, Laurent Marcadier, qui est directeur de la protection des actifs et des personnels du groupe LVMH. Ensuite, à sa propre droite, Éric Bell, qui est lieutenant-colonel de gendarmerie et chef de la division de la stratégie et de l'analyse au sein de l'OCLAESP. Ensuite, Pierre Bébérès, qui est à ma gauche, qui lui est président de la société eBrands, et Raphaël Bartholomé, qui est directeur adjoint de l'action politique, responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir, que je salue particulièrement parce que on a rarement des associations de consommateurs qui prennent la parole sur ce sujet, et donc c'est d'une part non seulement courageux de sa part, mais en plus extrêmement apprécié par l'ensemble des intervenants de la table ronde. Je vais tout de suite donner la parole à Laurent Marcadier qui va nous expliquer quels sont aujourd'hui les principaux vecteurs de contrefaçon, comment s'organise la distribution, bien sûr, des faux produits, selon quelle proportion, et puis qui va peut-être nous indiquer quels sont, selon lui, aussi les moyens d'y remédier. Merci beaucoup Delphine. Merci Dominique pour votre accueil également à l'occasion de cette matinée dédiée à un sujet qui concerne beaucoup le groupe Louis Vuitton Moët Hennessy. Simplement pour mémoire, le groupe LVMH est aujourd'hui une famille de 75 maisons qui, dans des secteurs de la montre joaillerie, dans les secteurs de la mode maroquinerie, dans les secteurs des vins et spiritueux, dans les secteurs des parfums et cosmétiques et dans un secteur autour de l'hôtellerie et de la presse, ces maisons sont aujourd'hui quasiment toutes victimes d'attaques en règle de la part de réseaux de contrefacteurs extrêmement bien organisés, et nous devons à la fois sur les marchés physiques, mais c'est le sujet de la matinée, également sur le online, au sens très large, mettre en place une stratégie de défense, mais au travers LVMH, en réalité, c'est l'ensemble des titulaires de droit qui pourraient dire la même chose que moi, et notamment ceux qui participent au marché des produits à haute valeur ajoutée, marché du luxe, pour faire simple. Seuls, nous n'y arriverons pas.
C'est-à-dire que si aujourd'hui il n'y a pas une conjonction forte entre les autorités publiques, les titulaires de droit et les représentants du monde des consommateurs, nous n'arriverons pas à faire face à cette menace qui est de plus en plus exponentielle. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous rappeler quelques chiffres sur ce qui est aujourd'hui le marché criminel mondial de la contrefaçon. Simplement pour vous montrer cette expansion de cette criminalité organisée autour du faux, je vous rappellerai qu'en 2005, le revenu annuel du monde de la contrefaçon, du faux, était estimé aux alentours de 200 milliards de dollars. En 2016, nous étions à 500 milliards de dollars. Donc vous avez vu qu'en l'espace d'un peu plus de 10 ans, le chiffre a été multiplié par plus de 2,5. Et aujourd'hui, les plus grandes agences internationales, qu'il s'agisse de l'ONUDC, d'Interpol ou du Trésor américain, considèrent que le revenu de la contrefaçon à l'échelle mondiale, online, offline, est supérieur à 600 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, l'industrie du faux se classe directement en deuxième position des grandes, je dirais, des grandes formes de criminalité, juste derrière le trafic de stupéfiants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les groupes criminels organisés ont des revenus supérieurs dans la contrefaçon, dans le faux, à ce qu'ils pourraient obtenir du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains ou du trafic de bois précieux ou d'animaux protégés par la Convention de Washington. Donc ça pose quand même bien le sujet. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui, bon an mal an, à travers les stocks, les petits marchés, les containers, mais aussi évidemment les plateformes, les réseaux sociaux, drainent un revenu estimé à plus de 600 milliards de dollars. Alors, on a en face de nous une industrie miroir, c'est-à-dire une industrie criminelle miroir qui maîtrise à la fois les instruments de production, mais également de logistique, de distribution, de vente, et une industrie qui est extrêmement bien organisée autour de voyous d'habitude, puisque lorsqu'on parle de criminalité organisée, on parle des grandes familles criminelles internationales. Nous, on travaille sur le territoire de Hong Kong, c'est des triades, je pense à la 14K notamment, qui maintient et qui dirige cette industrie de contrefaçon. Lorsqu'on travaille en Italie, la 'Ndrangheta ou la Camorra napolitaine sont également très présents, ou lorsqu'on travaille à Istanbul et la Turquie, qui est un des hauts lieux de la production et de la distribution de contrefaçon, nous avons ces fameux familles turques, les babas turcs, les papas turcs, qui en réalité avaient un revenu exclusivement, il y a encore une vingtaine d'années, lié au trafic d'êtres humains ou au trafic de stupéfiants, et qui aujourd'hui ont diversifié leur activité en investissement massivement dans le faux, parce que vous connaissez, et Delphine le répète et le dit très justement avec les membres de l'IFAB à longueur d'année, c'est une activité criminelle où on risque peu et on gagne beaucoup. Donc on investit beaucoup aujourd'hui et ces groupes criminels ont bien compris. L'extrême réactivité de ces groupes, moi j'ai un souvenir Covid, premier confinement, mars 2020, où on a vu apparaître immédiatement sur les réseaux sociaux ou les plateformes de vente des offres promotionnelles de gel hydroalcoolique ou de masques portant nos marques en cadeau pour l'achat d'un sac contrefait ou de flacons de parfum contrefait ou de montres contrefaites. Lorsqu'on achetait une montre contrefaite, on avait le droit à une boîte de masques également contrefaite, ou lorsqu'on achetait un lot de parfums ou de cosmétiques contrefaits, on avait le droit à une bouteille de gel hydroalcoolique, évidemment également contrefait. Mais pour vous montrer l'extrême rapidité et réactivité, c'est-à-dire que on a des spécialistes du marketing, on a des spécialistes également très bien conseillés, puisque il y a également des juristes qui mettent aujourd'hui leur service, leur savoir au service de ces groupes criminels, et c'est extrêmement donc compliqué pour des titulaires de droit aujourd'hui de faire face à la marée devant laquelle on se trouve. Alors, l'Internet, au sens très large, je vais parler du digital, les plateformes de vente, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites, les réseaux sociaux au travers de la vidéo ou les échanges de messages, aujourd'hui sont des vecteurs absolument incroyables de la contrefaçon. Et dans l'augmentation du revenu des contrefacteurs, évidemment, l'explosion du digital au sens large a contribué évidemment à l'augmentation du revenu de ces groupes criminels à travers le monde. Alors, moi, ce que je souhaite, un des messages forts que je souhaite passer, c'est pas le seul. Je pense qu'il serait totalement erroné de vouloir créer une fausse césure entre la contrefaçon sur Internet et la contrefaçon sur les marchés physiques. En réalité, il s'agit des mêmes acteurs. C'est-à-dire, mais simplement, le digital est un mode de distribution
complémentaire de celui qu'on connaît habituellement sur les petits marchés ou sur les marchés les grossistes, semi-grossistes et autres. Mais en tout cas, les acteurs de la contrefaçon sont exactement les mêmes, parce que si vous vendez de toute façon un sac, une montre ou un jouet sur un petit marché, il s'agira de le produire, et l'Internet n'est qu'un moyen supplémentaire de distribution de la contrefaçon. Alors pour mettre un petit peu les pieds dans le plat, aujourd'hui un groupe comme LVMH, mais nos amis de Chanel, Kering ou Hermès, je pense, ont également, bien évidemment, on le voit dans nos discussions au sein de l'UNIFAB, également les mêmes problématiques. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, c'est le retrait annuel pour un groupe comme LVMH de 15 à 20 millions de contenus de contrefaçon par an sur les réseaux sociaux, et aux alentours de 2 à 3 000 annonces de contrefaçon sur les plateformes de vente. Donc aujourd'hui, on est face à une masse contrefaisante extrêmement développée, extrêmement importante, et face à cette masse, évidemment, il nous faut prendre d'abord en interne les mesures pour enlever les annonces, donc diminuer la visibilité de nos produits sur ces réseaux sociaux, mais c'est un combat de longue haleine, et seul on peut bien évidemment pas y faire face. Et deuxièmement, commencer à travailler, je pense, et c'est un autre appel, je profite de l'opportunité de cette table ronde pour en appeler à une responsabilisation aujourd'hui des plateformes de vente, c'est-à-dire que aujourd'hui on doit à tout le moins imposer une obligation de moyens à ces plateformes de vente, à ces grands acteurs de l'Internet, qui ont les moyens de filtrer la contrefaçon sur les annonces ou les profils ou les mots-clés ou les photos qu'ils diffusent. Parce qu'on a toujours un petit peu le discours lorsqu'on les rencontre que techniquement c'est impossible. Je vous rappelle qu'en 2014, le groupe LVMH a signé avec Google et eBay des grands accords de coopération qui ont été médiatisés et qui, c'est pour la raison pour laquelle je peux vous en parler aujourd'hui. Et on s'est aperçu, ce qui était totalement impossible avant la signature de l'accord est devenu totalement possible après la signature de l'accord. Donc on a aujourd'hui dans cette volonté, je dirais, de la communauté, de l'ensemble des titulaires de droit de responsabiliser les plateformes, on a un alignement des planètes qui est assez intéressant en cette fin d'année et sur l'année 2022. Et je crois évidemment aujourd'hui qu'il faut que ces sujets soient mis sur la table. Alors, d'abord, en termes de responsabilisation des grandes plateformes et des grands acteurs de l'Internet, je pense que, à tout le moins, il y a la mise en place d'un filtrage en amont sur ces plateformes pour pouvoir arrêter cette masse contrefaisante. Je suis certain que si les grands acteurs de l'Internet mettaient en place ces filtrages, ces 15 à 20 millions de contenus que je fais enlever en interne, et grâce aussi à des prestataires, par des contacts avec ces grandes plateformes, on réduirait de manière très sensible, de 80 à 90%, la masse contrefaisante, et ce serait évidemment un vrai progrès pour nous. Deuxième point, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui se joue au niveau européen une mesure autour du DSA, le Digital Service Act, qui va, à notre sens, dans le bon sens. Moi, je pense qu'on peut quand même s'accorder aujourd'hui dans cette salle sur un principe qui est ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne. C'est un principe qui a été posé par la Commission européenne au moment de la discussion autour du DSA. Je rappelle que ce texte est actuellement en discussion et va venir en discussion au Parlement européen, avec une bataille d'amendements qui s'annonce absolument féroce, puisque beaucoup de groupes de pression se sont mis en route pour diminuer évidemment l'impact du DSA. Si on arrivait au travers ce principe simple, de bon sens, ce que je considère comme illégal hors ligne doit être illégal en ligne, j'arriverai, je pense, à multiplier la capacité pour les titulaires de droit de voir leurs produits mieux protégés et surtout moins diffusés sur ces plateformes. Donc si on ajoute ce principe de responsabilisation qui se décline autour de la mise en place d'un filtrage en amont, ce principe qui doit servir de base au travail des plateformes, et ensuite aussi un point qui a été évoqué au cours de la discussion, qui est la traçabilité des vendeurs. Nous, aujourd'hui, on appelle évidemment à la mise en place de ce point de vue autour de la traçabilité du vendeur, c'est-à-dire que les plateformes doivent connaître
les vendeurs qui proposent des produits sur leur site ou sur leur réseau social, et pour qu'on puisse avoir aujourd'hui cette obligation, je dirais, cette obligation de moyens qui est que les plateformes ne peuvent pas se désintéresser de ce qui est aujourd'hui en vente en ligne, parce que, je le disais en introduction, Dominique Lapran et Delphine l'ont rappelé, on a cette criminalité organisée qui est derrière ce trafic. On a également, et le rapport de l'UNIFAP qui avait été remis à Michel Sapin alors qu'il était ministre de l'économie on l'a démontré, et on a aussi des liens avec des groupes terroristes sur le financement du terrorisme. Donc aujourd'hui, je pense que tout est en place pour qu'on puisse avancer vers cette responsabilisation des plateformes que j'appelle de mes voeux. Dernier point pour terminer ces propos liminaires, Delphine, bien évidemment la place du consommateur. Vous le savez peut-être, deux députés, les députés Blanchet et Charrière-Bournazel, ont déposé une proposition de loi contre la contrefaçon avant l'été. Et au moment de la remise de cette proposition de loi, Christophe Blanchet estimé en commission des lois que 6 consommateurs sur 10 qui achetaient de la contrefaçon, en réalité, étaient pleinement conscients qu'ils achetaient de la contrefaçon. Donc c'est la conscience du consommateur à acheter de la contrefaçon, selon Christophe Blanchet, estimé à 60% des achats. Donc je pense que le temps est venu aujourd'hui, et là aussi je me félicite évidemment de la présence d'un représentant de Que Choisir à cette table ronde pour qu'on puisse effectivement mettre ce point sur la table. Je pense qu'aujourd'hui le temps est venu d'éduquer le consommateur, parce que si 6 sur 10 savent ce qui se cache derrière leur achat, il y en a quand même 4 sur 10, c'est encore beaucoup, qui pensent acheter de l'authentique et qui en réalité achètent de la contrefaçon. Et je pense qu'il y a une éducation du consommateur, une sensibilisation du consommateur au travers des campagnes nationales. On a, lorsqu'on revient de déplacement, encore quelques affiches qui sont sur les différents postes de douane à Roissy, Orly ou à l'étranger, quelques avertissements autour de la contrefaçon, mais je crois qu'au travers, en complément de ce qui est déjà fait par l'UNIFAB, je pense à la campagne d'été, des campagnes de sensibilisation, je pense qu'aujourd'hui c'est une grande cause nationale pour l'industrie, pour le patrimoine français, de voir les consommateurs mieux sensibilisés, et qu'on dise aux consommateurs que acheter de la contrefaçon n'est pas un acte anodin. Je vous rappelle, demain va s'ouvrir à Paris un procès devant l'histoire des attentats du Bataclan. Je rappelle, et ça figure en bonne place dans le rapport de l'UNIFAP, que en janvier 2015, au moment des attentats contre Charlie Hebdo, la sinistre fratrie Kouachi a financé l'achat de matériel par de la contrefaçon d'articles de sport, chaussures de sport, vêtements de sport. Et donc acheter de la contrefaçon n'est pas un acte anodin, et je pense qu'aujourd'hui le consommateur n'a pas véritablement en tête de ce que derrière l'achat d'un article de sport contrefait, c'est le travail des enfants. Derrière l'achat d'un article de parfumerie ou de cosmétiques, c'est un risque pour la santé publique. Derrière l'achat d'une montre ou d'un sac, c'est des intolérances, je dirais, à l'environnement environnemental qui sont proprement inadmissibles, qui sont commises par ces groupes de contrefacteurs. Et je crois que ces éléments doivent être aujourd'hui partagés avec le plus grand nombre, et les consommateurs, bien évidemment, en font partie. Donc pour clôturer ce propos liminaire, et je pense que dans le jeu des questions et réponses, des choses pourront être précisées, moi je crois qu'aujourd'hui, pour les titulaires de droit, le combat contre la contrefaçon n'est pas celui seulement des titulaires de droit. C'est aussi un combat pour protéger le consommateur européen, le consommateur français, le consommateur européen, le consommateur à l'échelon international. Ce combat contre la contrefaçon, c'est aussi protéger le consommateur. Et je pense que sans cette alliance aujourd'hui entre les autorités publiques, les associations de consommateurs et, je dirais, l'ensemble des partenaires qui travaillons autour de ces atteintes aux droits de propriété intellectuelle, le combat sera véritablement difficile à gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Marcadier, pour ces propos extrêmement intéressants. Effectivement, 60% des consommateurs achètent sciemment de la contrefaçon. Ça veut dire que 40% se font clairement arnaquer aussi par ces produits. Et il ne faut pas oublier que les consommateurs qui sont extrêmement
en demande et très vigilant sur la provenance des produits, sur la manière dont les produits ont été fabriqués, etc. Et tout ce qui est environnemental. Lorsqu'il s'agit de contrefaçon, on a l'impression que d'un coup, on ne pense plus à toutes ces choses. Donc, je crois que acheter authentique, c'est aussi être responsable. Mais c'est vrai qu'il est difficile pour le consommateur d'y voir clair. Et Raphaël Bartholomé va nous expliquer quelles sont les difficultés justement pour ces consommateurs, de la relation de confiance et de transparence qui doit s'instaurer avec les plateformes, et puis aussi des moyens possibles pour y arriver. Merci. On évoquait un enjeu de sensibilisation des consommateurs. Alors, le chiffre de 60% de consommateurs qui volontairement, sciemment achèteraient des produits contrefaits, il serait intéressant de se plonger dans les sources de ces chiffres-là, parce que c'est tout de même surprenant. Il y a un véritable enjeu de sensibilisation des consommateurs, parce qu'il y a des problématiques de contrefaçon, il y a des problématiques de sécurité. C'est-à-dire c'est dangereux pour l'économie française, c'est dangereux pour le consommateur et sa famille. Et donc il y a un véritable enjeu. Ici, les 60% m'étonnent, 60% de produits contrefaits, parce que ça voudrait dire que je prends un risque pour moi et un risque pour mes proches. Donc il y a un enjeu de sensibilisation, mais comme ça a été parfaitement dit, ici il y a un alignement des étoiles, et il faut que chacun des acteurs de ce phénomène, est victime de ce phénomène que l'on constate, fassent leur part des choses. Je vais parler d'abord des consommateurs. Sensibilisation, elle est importante, cette sensibilisation. Pourquoi? Parce qu'il y a une massification du phénomène. Il ne faut pas se le cacher. Les chiffres évoqués sont éloquents. Massification du fait de la diversité des produits qui vont être contrefaits, des produits qui vont présenter non conformes, qui ne respectent pas les normes. On va parler de pièces détachées auto, on va parler de pièces détachées de gros électroménagers, on va parler de détecteurs de fumée, d'éthylotests, de chargeurs de téléphone portable, on va parler de jouets. De jouets. Il y a 2 ans, par exemple, l'un des jouets à la mode, c'était le slime, l'un des jouets à la mode, vous aviez 1 mois plus tard des contrefaçons, vous aviez des produits non conformes avec des taux de brome bien trop importants, et c'était des enfants de 5 ans qui utilisaient ces produits. Et c'est donc sensibilisation des consommateurs face à ce risque-là, parce que beaucoup de produits, et donc le produit n'est plus un facteur d'identification en quelque sorte, ou de suspicion de la contrefaçon ou du risque pour les normes. Et je mets de côté les consommateurs complices, je mets de côté les consommateurs qui sciemment participent à ce phénomène. Ici, le produit, la contrefaçon et la non-conformité touchent l'ensemble potentiel des produits. On évoquait la réactivité. Le prix ensuite, on n'est plus dans la caricature où un produit contrefait va être à 1 euro en quelque sorte, alors que le produit qui respecte l'ensemble, qui vient de son fabricant, coûterait 50. Donc le prix n'est pas non plus pour le consommateur un vecteur de différenciation. Quand on regarde l'étude qui a été faite par notre association sur les chargeurs de portable, c'est l'origine des incendies domestiques. C'est l'une des origines majeures d'incendies domestiques, les chargeurs portables. Dans notre étude, nous avons acheté sur des sites, des plateformes, nous avons acheté des chargeurs qui étaient tous dans la même échelle de prix. Donc, sensibilisation importante pour le consommateur. Le produit n'est plus un facteur différenciant, le prix n'est plus un facteur différenciant. Et clairement, la plateforme est le mode privilégié de contournement de toutes les réglementations. C'est le développement, le boom, l'explosion, peu importe le terme, des plateformes. C'est-à-dire que le site que je vais consulter et par lequel le consommateur va acheter ce produit, n'est même plus nécessairement, on parlait de relation de confiance, il y a une suspicion potentielle à avoir. Il y a cette suspicion à avoir, et la sensibilisation, c'est pas de devenir schizophrène lorsque je veux acheter un cadeau de Noël, non, mais c'est d'être extrêmement attentif. Mais les clés d'identification, aujourd'hui, elles ont disparu, elles sont vraiment complexes. Bien entendu, on met de côté les complices. Je prends un phénomène, les influenceurs ou alors les box, les premium box, le phénomène, ici vous donnez 50 €, vous aurez 150 € de produits.
Oui, c'est à se demander. C'est à se demander, est-ce que le consommateur fait tellement confiance, et c'est un nouveau phénomène, hein, fait tellement confiance à cet influenceur qu'ici, il croit vraiment qu'il va avoir des produits avec une pomme dessus, et des produits qui ne vont pas éventuellement lui brûler l'oreille ou, avoir des incidences. Donc, sensibilisation importante dans un phénomène de plateforme électronique, et le site de place de marché, le site consulté n'est plus nécessairement le vendeur. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit plus être consommateur. Hein. Je vous rappelle que l'acte de consommer est un acte de plaisir. C'est un acte de plaisir. On va se faire plaisir en achetant quelque chose. Eh bien, le consommateur doit devenir enquêteur. Le produit n'est plus un facteur d'identification. Il faut se demander qui vend le produit. Mais qui c'est vraiment? C'est Pierre-Paul, d'accord, mais qui est Pierre-Paul? Où est-ce qu'il est établi? La traçabilité ici est extrêmement importante. Des vendeurs, c'est un élément clé, un vecteur de confiance. Et puis la réglementation, eh bien, elle a poussé ça dans les conditions générales. D'accord, dans les conditions générales, avec le mensonge ultime, j'ai pris connaissance, on coche-touche cette case, hein, j'ai pris connaissance des conditions générales. Et dans ces conditions générales, on va vous expliquer eh bien, que eh bien, c'est Paul qui est, oui, au fait, on ne sait pas, qui est très loin. Ah, le produit n'est pas arrivé, ou le produit, il a brûlé votre maison, le détecteur n'était pas fiable, ou votre enfant est malade. Et ces conditions générales, eh bien, on les a lues, et on a calculé le temps de lecture. Il faut en moyenne, pour les 10 premiers sites d'e-commerce en France, en moyenne, 1h02 de lecture. Certains sites, il y a 2 heures de lecture, et ensuite, en moyenne, 1h02. Comment voulez-vous, alors qu'on est dans un acte de plaisir, mettre dans le sac à dos du consommateur une obligation, une charge d'enquêteur. Est-ce que c'est satisfaisant? Non, il ne faut pas se poser la face. On est parti d'un principe que on peut tout trouver. Toutes les annonces sont publiables. En gros, je peux publier n'importe quoi sur une plateforme et je peux le mettre en vente. Et clairement, oui, une responsabilisation plus forte des plateformes, une obligation de moyens renforcée. Il faut arrêter de laisser croire en quelque sorte que le consommateur, lui, il a des préoccupations environnementales, il pense à sa sécurité, il est dans un acte de plaisir, sauf s'il est vraiment complaisant à 1 euro à avoir un produit de luxe et en croyant légitimement que c'est le bon, ça non, ça n'est pas cohérent. Donc il faut le consommateur, oui, il faut qu'il soit sensibilisé, il faut qu'il soit un acteur parce qu'il est un acteur par ses dépens, à ses dépens de ce marché-là, à ses dépens, et il en est la victime. Les problématiques de sécurité, oui, une sensibilisation forte, mais les plateformes qui sont un mode privilégié de contournement. Quand l'UFC Choisir envisage de faire une démarche judiciaire contre une plateforme, c'est pour des produits, ici on nous opposera le fait que non, personne n'a signalé l'existence de cette annonce, et il y a 35 millions d'annonces sur la plateforme, donc à l'impossible, nul ne serait tenu. À mon sens, donc, la position de l'UFC Choisir, c'est une responsabilisation extrêmement forte des plateformes, mais et enfin, je dirais aux plateformes chiches, lorsqu'un consommateur met un produit du marketplace dans son panier, qu'il soit affiché en grand, ce produit n'a pas été contrôlé par le site, ce produit, on n'a pas contrôlé non plus le respect des normes de sécurité. Pourquoi l'arbitrage? Oui, le consommateur a la force de l'arbitrage et d'aller voir ailleurs, ça c'est important, mais il faut une information forte au bon moment, c'est le sens ici de la position de notre association. Merci beaucoup, Raphaël Berthelomé, de votre intervention. Effectivement, le consommateur est souvent perdu face à la manne de produits qui lui est proposée en ligne, que ce soit par les marketplaces. Alors c'est vrai qu'on ne sait plus chez qui on achète finalement, et ça je crois que c'est le cas de 90% de la population. Vous posiez la question des 60%, c'est une étude IFOP qui a été réalisée il y a quelques mois et qui a permis d'arriver à ce chiffre pour le député Blanchet, pour le rapport du député Blanchet. Donc oui, le consommateur, il faut effectivement pouvoir l'éduquer, le sensibiliser, mais même en l'éduquant et en le sensibilisant, soyons clairs,
personne va lire 1 heure de conditions générales d'un site. De toute façon, c'est quasiment mission impossible. Donc la responsabilisation des plateformes est un passage obligé. Je suis bien d'accord avec vous. Je vais donner la parole à Éric Bell, qui est lieutenant-colonel, comme je vous le disais, de gendarmerie, qui lui a une expérience de la collaboration publique-privée qui est extrêmement intéressante dans le cadre de nombreux secteurs, mais ce matin, il va nous parler plus particulièrement du secteur pharma. Donc, pouvez-vous nous dire, lieutenant-colonel, comment ça fonctionne et puis surtout, qu'est-ce qui fonctionne? Merci Delphine. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, oui, effectivement. Alors donc, déjà un petit point un petit peu sur l'unité à laquelle j'appartiens. Donc c'est une unité qui est chargée en fait de l'animation et de la coordination des actions de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Et donc, forcément, dans notre domaine de compétences, on a tout ce qui concerne les trafics de déchets, d'espèces protégées, de médicaments et de produits dopants. Donc, vous voyez bien, le phénomène de vente sur Internet, évidemment, fait partie de nos grands sujets. Alors, moi, ce que j'aimerais, avant tout, avant de vous parler un petit peu des partenariats qu'on a pu monter avec le secteur privé, c'est aussi de faire un petit point aussi sur ce qu'est un groupe criminel, en fait. Qu'est-ce qui caractérise un groupe criminel ? Alors, déjà, un groupe criminel, c'est avant tout une entreprise criminelle, qui en fait va pouvoir n'avoir qu'un seul mot d'ordre. C'est en fait la rentabilité élevée avec un risque minimum. Quels sont les risques? C'est bien évidemment les poursuites pénales, mais c'est aussi les capacités de détection et d'entrave des différents États qui sont montés. Et là, on le voit bien, et là, c'est pour ça que le cyberespace est un lieu privilégié qui est utilisé en fait pour ces activités criminelles. C'est qu'en réalité, il n'y a pas d'entrave. Il y a une anonymisation assez simple en fait des différentes activités. Et puis, il y a surtout un manque de coordination dans les législations nationales. Et ça, donc, c'est vraiment un point faible sur lequel il s'agit de travailler. Voilà. Alors, un indicateur de performance d'un groupe criminel, c'est avant tout sa capacité à connaître le marché, les besoins. Voilà. Et c'est pour ça que ça rejoint un petit peu les business plans des différentes entreprises. C'est ensuite se procurer les matières illicites, avec monter un réseau de fournisseurs, d'aller aussi chercher des produits qui sont actuels. C'est-à-dire que tout à l'heure, Laurent Marcadier parlait de la crise Covid, ça a été un vrai sujet, c'est-à-dire que les groupes criminels sont vraiment mis en ordre de bataille pour aller fournir un maximum de produits pour le manque de masques, le manque de gel hydroalcoolique, voire même des sociétés de désinfection qui se sont montées et ainsi de suite. Donc il y a tout un volet fraude qui a été monté sur les réseaux sociaux notamment, et donc qui a donné lieu à des activités criminelles. Et puis ensuite, le troisième point, c'est sa capacité aussi à transporter les matières par-delà les frontières, notamment dans des pays où ces matières sont recherchées. Et enfin, c'est de blanchir et de réinvestir cet argent généré par les activités illicites. Alors, deux petits points sur la contrefaçon. La contrefaçon, c'est à peu près 7% des marchandises qui sont importées en Europe. Ça représente un marché de 121 milliards d'euros. Et c'est le premier marché criminel, en tout cas le plus lucratif, bien devant les stupéfiants, puisque les stupéfiants génèrent à peu près 30 milliards d'euros. Voilà. Et au sein de cette problématique, moi j'ai choisi de vous l'illustrer par le trafic de médicaments. Falsifié ou contrefait. Alors il y a une différence entre les deux, bien évidemment. La contrefaction, c'est une action de reproduire à l'identique un produit. La falsification, ça peut être une modification de ce produit. C'est-à-dire qu'on a certains produits pharmaceutiques qui peuvent être coupés au même titre qu'1 kg de cocaïne. On prend une dose d'hormone de croissance, on va la couper en 4 et elle va être revendue pour la valeur initiale. Ce marché, il est 10 à 20 fois plus rémunérateur que le trafic de stupéfiants. C'est-à-dire que pour un investissement de 1 000 $ dans le stupéfiant, ça rapporte à peu près 10 000 $. Dans le médicament, c'est à peu près 500 000 $. Voilà.
Alors évidemment, les impacts sont multiples, santé publique, multiplication des addictions, des gros dangers pour la santé des populations, bien évidemment. Sur les finances publiques, notamment en France, puisqu'on a tout un pan de nos médicaments qui disparaissent de la chaîne légale et qui sont vendus sur les marchés internationaux, illégaux. On a aussi, bien évidemment, le développement de la délinquance du quotidien. Comment acquérir de l'argent pour obtenir ces matières. Et puis après, bien évidemment, un impact très fort économique sur les différents acteurs du secteur. Alors, si je devais parler un petit peu de la stratégie, alors la stratégie des groupes criminels sur Internet, c'est exactement la même que les entreprises, c'est-à-dire qu'elles utilisent des réseaux sociaux pour attirer le client, en fait, en réalité. Ensuite, ça passe sur des échanges en messagerie cryptés, justement pour passer les transactions. Et puis après, il y a des transferts d'argent par crypto-monnaie ou par constitution en fait, de comptes qu'on appelle des monnaies collecteurs. Et notamment dans des États, où là c'est important la législation, parce que ce sont des États qui n'ont pas de dispositif d'entrave et qui n'ont pas de dispositif de coopération policière et judiciaire. Donc ça c'est vraiment très important. Et encore une fois, Laurent a abordé le professionnalisme des groupes criminels, c'est bien là-dessus qui sont extrêmement affûtés, c'est-à-dire vraiment sur la connaissance de la législation très précise dans les États. Alors, quelle est la réaction des États, notamment au sein de l'UE? Alors, la première action, c'est de constituer des task force, avec des forces d'unités spécialisées, à laquelle j'ai le plaisir d'appartenir, mais aussi au sein d'agences internationales. Alors, les plus grands acteurs dans ce domaine sont bien évidemment l'Agence européenne de protection de la propriété intellectuelle, UIPO, Europol, bien évidemment, sur le volet police, Interpol sur le volet international, et puis l'OLAF, donc, qui est l'Office de lutte antifraude, qui est plutôt une émanation un petit peu internationale des douanes. Alors, quel est le but? Il y a 4 buts essentiels. Le premier, c'est de dynamiser les échanges de renseignements opérationnels. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'en gros, quelles sont les qualités un petit peu et les différentes spécificités de chaque unité et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à l'œuvre commune en réalité. C'est identifier et aussi cartographier la menace, la connaissance du milieu, la connaissance de l'adversaire, la connaissance aussi de la recherche du consommateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de rechercher. Et puis ensuite, c'est le partage des expertises et des bonnes pratiques, bien évidemment, parce que chaque pays, en fait, va développer des spécificités. Voilà. Notamment, ça tient lieu aussi à l'organisation même du produit, du pays, mais aussi des unités qui sont appelées à travailler sur ces sujets. Et puis enfin, et depuis peu, et c'est une très bonne chose, c'est de développer des synergies avec l'ensemble des acteurs du secteur. Alors évidemment, ça me permet de pouvoir vous parler un petit peu des différents partenariats que l'on monte, et notamment avec le secteur privé. Pourquoi? Parce que, notamment dans la matière de la pharmaceutique, ce qui est important, c'est que d'ailleurs, comme tout fabricant, ils ont développé des grosses capacités en fait, de détection des contrefaçons de leurs produits, notamment sur le cyberespace. Mais évidemment, c'est pour arrêter les contrefacteurs. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de pouvoir récupérer et de pouvoir échanger de la tendance sur les personnes qui sont responsables de cette contrefaçon. Parce que derrière cette contrefaçon, il y a des groupes criminels, on l'a dit, qui sont extrêmement bien structurés, qui connaissent très très bien les techniques, qui connaissent très très bien les dispositifs légaux. Et donc toutes ces données vont nous permettre de pouvoir recouper les informations, de pouvoir s'attaquer à des groupes qui sont pour la plupart polycriminels, c'est-à-dire qu'ils ont développé des capacités, des connaissances dans le trafic de drogue, ils vont s'intéresser au trafic de médicaments. Parce qu'en réalité, le consommateur de ces produits illicites, c'est à peu près le même. Voilà. On va avoir aussi des trafiquants d'armes qui ont développé des capacités pour faire rentrer sur le territoire européen des produits. Et donc eux-mêmes vont rentrer en fait dans cette activité criminelle au titre de leur capacité à faire franchir les frontières. Et puis après, on va avoir, ça a été rappelé, des différentes... Alors on va parler de diaspora hein, qui vont s'établir sur l'ensemble du continent, qui vont servir en fait de base avancée quelque part. En gros, c'est ça l'idée.
C'est-à-dire que là, on s'attaque vraiment à des groupes criminels qui sont extrêmement bien implantés, notamment dans des zones qui sont, notamment dans les Balkans, par exemple, tout simplement, parce que c'est une zone qui est plus facile à franchir, tout simplement. Et donc, tous ces partenariats vont nous permettre aussi, parce que aussi tous ces fabricants ont des emprises à l'extérieur de l'Europe, et ça va nous permettre aussi de développer nos activités. Donc, un protocole qu'on a monté avec l'industrie pharmaceutique. L'objectif, c'est de pouvoir analyser la donnée, pouvoir cartographier la menace, pouvoir analyser les flux et essayer de détecter en fait les groupes criminels qui sont derrière ces trafics et qui développent beaucoup de technicité et sur lesquels nous, on doit vraiment se tenir vraiment au plus près des différentes techniques criminelles qui sont utilisées. Voilà. Un petit exemple, un dossier récent, des produits falsifiés d'hormones de croissance qui sont retrouvés, qui sont vendus en Grande-Bretagne. Donc les premières investigations, lorsque nous on a alerté, bien évidemment, donc le laboratoire en question dépose plainte auprès des services de police en France. Et assez rapidement, on va déterminer qu'il y a des flux entre la France, des flux financiers entre la France et la Pologne. On va s'apercevoir qu'on a des laboratoires clandestins qui sont implantés en Pologne, avec, je le disais tout à l'heure, des monnaies collecteurs qui sont plutôt sur le centre de l'Europe, et puis un dispositif de distribution avec des sites web qui sont hébergés à peu près sur 12 pays en Europe. Et donc là, ça va pouvoir développer une activité illicite qui va générer plus de 5,5 millions en euros sur une période de 6 mois. Vous voyez un petit peu le volume d'argent que ça peut générer. Et donc le démantèlement va très bien se passer, c'est-à-dire que là, on va vraiment monter ce qu'on appelle une équipe commune d'enquête au sein d'Europol, où là, toutes les forces de police vont agir sous l'égide d'un magistrat européen. Voilà. Donc c'est des choses qui marchent très très bien. Le cadre d'action, alors... Moi, si j'avais quelques petites remarques sur le sujet principal de cette table ronde, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux plateformes en fait en matière de lutte sur le e-commerce? Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'ils puissent aider en fait les différents acteurs à la détection des activités illicites, bien évidemment, on en a parlé. C'est aussi de pouvoir travailler avec nous pour mettre des mesures d'entrave et de détection, de cartographier cette menace. Et puis aussi, c'est l'analyse de tendance, c'est-à-dire qu'eux sont vraiment plus au fait, en fait des différents développements en fait, de ces activités illicites. Alors, je ne veux pas dire qu'on peut les contraindre, mais pour autant, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est d'appeler à leur responsabilité, mais surtout d'appeler à leur réputation, parce que ça fait partie en fait quelque part de leur business plan, c'est-à-dire qu'ils doivent être performants, ils doivent protéger les données, et ensuite ils doivent être accessibles. Mais par-dessus tout, ils doivent bénéficier d'une réputation qui leur permette de pouvoir accrocher quelque part le consommateur. Donc je pense qu'il faut un petit peu jouer là-dessus. Si on pouvait créer une sorte d'accréditation, de partage avec sur la lutte contre la contrefaçon ou les activités illicites, ça pourrait être une bonne base de départ, à mon avis, en tout cas de discussion avec ces plateformes. Voilà. Merci beaucoup, lieutenant-colonel. Effectivement, c'est vrai que la réputation d'un site en ligne peut être entachée par la contrefaçon, mais malheureusement, la manne financière qu'apporte la contrefaçon pour ces mêmes sites ou ces mêmes plateformes est tellement importante qu'ils ont du mal à y renoncer. En tout cas, les faits montre qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur ces plateformes, mais malgré tout ce que ces entreprises disent faire, puisqu'elles communiquent beaucoup sur la manière dont elles collaborent avec les entreprises et avec les États, avec des résultats plus ou moins intéressants. Mais Pierre Bérez d'eBrands va nous en parler. Pierre, votre métier, finalement, c'est d'être le nettoyeur d'Internet, pour ceux qui ont la référence. Et vous allez nous expliquer comment est-ce que vous y arrivez et comment est-ce que vous pouvez aider non seulement les entreprises, mais du coup, par ricochet, bien évidemment, les consommateurs. Merci Delphine, bonjour à tous. Merci pour la référence du nettoyeur, je vais la garder, je trouve ça très très bien, effectivement. Moi, je vais essayer d'illustrer, moi je suis un technicien, je vais vous expliquer comment on nettoie justement.
Mais je voudrais illustrer le propos d'Éric Bell, qui me paraît très intéressant. Je ne sais pas combien d'entre vous ont un animal domestique, un petit chien ou un petit chat ou un perroquet, un iguane, enfin un animal. Moi, il se trouve que j'ai un petit Jack Russell, j'y suis très attaché, il s'appelle Daiko, et cet été, à la défaveur du Covid, ce petit animal qui, comme beaucoup de Jack Russell, ont des petits problèmes de cortisone, s'est retrouvé en rupture de médicaments. Parce que les vétérinaires, à la faveur du Covid, n'avaient plus de médicaments. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tant que grand spécialiste du nettoyage sur Internet? Je suis allé sur Amazon. Parce que s'il n'y a plus de médicaments chez mon vétérinaire, qui d'ailleurs est fermé parce qu'en plus c'est le mois d'août, je vais sur Amazon, je fais comme tout le monde, parce que ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment qu'il continue d'être soigné. Je n'ai pas trouvé sur Amazon, je n'ai pas trouvé ce médicament. C'était peut-être un petit peu trop spécialisé, j'ai trouvé des laisses, j'ai trouvé des tas de choses, mais je n'ai pas trouvé ce médicament. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Facebook, je suis allé sur un forum, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens, des propriétaires de Jack Russell qui ont eu ce problème-là. Et sur Facebook, c'est formidable, j'ai trouvé immédiatement quelqu'un qui non seulement avait le problème, mais aussi avait le produit. Ah ça, un bonheur. Bon. Et qui m'a envoyé vers une marketplace. Ah, chouette. Et cette marketplace de Facebook m'a envoyé vers, épatant, le site internet de la marque qui commercialise et qui pouvait m'envoyer les doses qui me permettaient de passer le mois jusqu'à la réouverture des... J'ai commandé. J'ai immédiatement commandé, je n'ai pas réfléchi. C'est ma femme qui m'a dit, tu supprimes 300 à 400 000 contrefaçons par an, tu t'es pas posé la question de savoir... Eh ben non, je me suis pas posé la question parce que c'était pas mon problème. Mon problème, c'était de trouver un médicament pour Daiko. Et les consommateurs, nous tous, fonctionnons de la même façon. Quand nous avons un besoin d'un médicament, c'est pour ça que je reprenais le propos très juste d'Éric Bell, ou quand nous avons envie de nous faire plaisir, c'est ce que disait Laurent Marcadier tout à l'heure, eh ben on ne lit pas les conditions générales de vente. On veut le produit ou on veut se faire plaisir. Et on abolit complètement tout discernement. On ne va pas regarder si le site a une bonne réputation. On ne va pas regarder si le nom de domaine sur lequel on est allé est vrai. On veut le produit et malheureusement, assez souvent, on est déçu. Mon métier à moi, c'est de couper le lien pour éviter que des gens comme moi qui ont à un moment quelconque besoin ou envie d'un produit puissions trouver le produit sur Internet. Donc comment je fais? C'est extrêmement simple. Mes équipes, qui sont des équipes pluridisciplinaires, nous avons des techniciens, c'est-à-dire que nous avons des gens qui sont capables de comprendre ce qu'est une place de marché ou un site web ou un réseau social et une place de marché à l'intérieur d'un réseau social. Ces équipes vont être capables de comprendre comment fonctionne Amazon, comment fonctionne Facebook, comment fonctionnent les Alibaba et toute la mouvance des Alibaba. Nous gérons plus de 900 places de marché. On me parle toujours, est-ce que vous pouvez supprimer sur Amazon? Oui, je peux aussi supprimer sur les 899 autres. Parce que Amazon est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas s'intéresser uniquement à cette place de marché, il y en a beaucoup d'autres. Quand on dit une place de marché, il faut penser qu'une place de marché, ça n'est jamais quelque chose de centralisé. Si vous avez un contrefacteur sur eBay qui vend sur ebay.fr et que vous supprimez sa marchandise et ses annonces sur ebay.fr, vous allez le trouver sur ebay.uk. Et si vous le chassez, vous allez le trouver sur ebay.de. Ou alors vous allez le trouver sur une place de marché tierce. Parce que il va essayer de vendre sa marchandise sur toutes les places de marché qui existent. Donc il faut être capable de comprendre ce qu'est une place de marché et comment ça fonctionne. Les places de marché ne sont pas centralisées, ne sont même pas centralisées en interne. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait demander la suppression d'une annonce sur ebay.uk, l'obtenir et 5 minutes après y revenir et ne pas l'obtenir parce que l'opérateur aura changé. Donc il faut être capable de comprendre cet écosystème.
Il faut aussi être capable, et ça ce sont nos juristes qui font ça, de comprendre quels sont les droits des marques. On ne supprime pas sur simplement une injonction de supprimer. On supprime à partir du moment où on a ce qu'on appelle un fondement. Est-ce que mon client, la marque que je représente, a une marque déposée dans le pays qui va me permettre d'agir contre l'annonce, contre le vendeur sur une place de marché? Et puis, nous sommes obligés de regarder l'écosystème complet, c'est-à-dire pas simplement les places de marché, mais également les réseaux sociaux, les places de marché qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître, les noms de domaine. On oublie toujours les noms de domaine, mais les noms de domaine, aujourd'hui, restent un moyen de détourner à une lettre près, souvent à un alphabet près, les consommateurs qui cherchent un nom de produit. Alors en plus, dans les produits pharmaceutiques, c'est très très facile de se tromper d'un Y ou d'un W. On tape le mauvais W, on est ailleurs. Ça, il faut être aussi capable de le supprimer. Notre métier, c'est ça. Je voulais juste apporter, merci à Delphine, à l'UNIFAP de cette invitation, je voulais apporter le point de vue du technicien. Aujourd'hui, supprimer sur Internet, c'est possible et c'est de plus en plus facile. Il y a une volonté des grandes places de marché de nettoyage de l'Internet. Il faut aussi que ce soit une volonté de la part des entreprises. Les grandes entreprises ont cette volonté-là. Les moyennes entreprises pensent que la contrefaçon, c'est une fatalité. Ça ne l'est pas. Aujourd'hui, nous parvenons à supprimer, pour des budgets assez faibles, la quasi-totalité des contrefaçons sur les places de marché. C'est simplement une volonté à long terme. Et puis je vous rassure, j'ai trouvé le médicament de mon petit chien de façon licite, pour tous ceux qui étaient inquiets, qui ont un Jack Russell également. Voilà, c'est le témoignage que je voulais apporter. Merci Pierre. Je retiendrai aussi que donc, pour nettoyer les plateformes, c'est à vous qu'on fait appel pour sensibiliser le consommateur plutôt à votre épouse. Exactement. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces brillantes interventions. Je crois que nous avons encore quelques minutes pour laisser la parole à la salle si vous avez des questions. Donc, on vous demandera de lever la main et je crois que quelqu'un est censé vous apporter un micro. C'est le jeune homme qui est là. Je suis là. Alors, est-ce que vous pourriez lever la main? Voilà, donc on a 1, 2 et 3 questions, 4, 5. Oh là là, on a 5 questions. Donc, je vais vous diriger vers monsieur. Est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter, monsieur, avant de poser votre question, s'il vous plaît? Bonjour, Jean-Marc Lerest, je travaille au Service national des enquêtes de la répression des fraudes et j'ai affaire avec les plateformes. Voilà, donc l'ambition du DSA, c'est d'avoir une égalité d'obligation entre le marché physique et le e-commerce. Alors, les plateformes, elles nous disent que, voilà, il y a effectivement des problèmes, mais donc pour appliquer les mêmes, quand on a un produit illicite vendu dans le Leclerc d'à côté, eh bien, il est responsable pour avoir en rayon ce produit illicite. En revanche, les plateformes, c'est pas le cas, parce qu'ils vont vous dire, non, le produit, nous, on l'a pas acheté, hein. On n'est que intermédiaire, donc on a un régime de responsabilité allégé, celui des hébergeurs. Et comment on fait pour surmonter cette objection-là? Justement, on a un DSA ambitieux et on espère que la législation va nous permettre de pouvoir responsabiliser, parce que se cacher derrière le statut d'hébergeur n'est plus acceptable. Ça met en danger la sécurité du consommateur, ça met en péril l'environnement, la protection de l'environnement, les États, l'économie des entreprises. Donc, justement, l'idée du DSA, c'est aussi de pouvoir ne plus entendre cet argument, puisque à partir du moment où l'entreprise, la plateforme touche de l'argent par la transaction, il faut qu'elle assume aussi cette responsabilité. Pour l'instant, il me semble qu'il y a encore des failles dans le dispositif du DSA de ce point de vue-là, quoi.
Alors, oui, bien sûr, mais c'est en cours. Il y a des failles dans ce qui a été proposé. Il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'amendements, hein, je crois, oui, 2000. Mais effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir bien ficeler cette législation européenne de manière à, justement, que ce ne soit plus le cas. Alors, Madame, on va vous demander d'être assez court parce que je sais qu'il nous reste 5 minutes pour les questions et les réponses surtout. Donc, Madame. Bonjour à tous, Morgane Beau. Je suis chargée de mission au centre de crise sanitaire, donc ministère de la Santé. J'ai bien entendu votre propos, Monsieur Pierre Berès. Ça m'a beaucoup parlé parce qu'en tant que consommatrice, j'ai manqué de discernement pendant ce confinement, par exemple. Lorsque j'ai commandé en ligne et que tout d'un coup je reçois un message sur mon téléphone portable de La Poste, mal orthographié mais je n'y ai pas prêté attention, qui me demandait de payer un supplément car mon colis était bloqué. Ah, je vois que je n'étais pas la seule. 1,20 €. Exactement. J'ai payé sans me poser de questions et sans vérifier le site internet qui était juste erroné sur la partie www.laposte.fr et qui était à une lettre près presque. Donc finalement, j'ai fait ce signalement à la gendarmerie et ce qui me manque terriblement comme consommatrice, c'est finalement le suivi de mon opération après signalement. C'est me dire que devient finalement ce signalement. Et finalement, j'ai reçu énormément d'SMS, d'autres SMS me demandant de repayer pour un colis qui n'était pas arrivé. Et je me suis dit, bon, déjà, c'est un cycle sans fin. Mais en plus de ça, j'ai un manque de visibilité cruel sur, finalement, ma bonne action. Ouais. Je vais juste me permettre de répondre, mais il y aura peut-être des réponses complémentaires. D'un point de vue technique, c'est de la responsabilité des entreprises de vous éviter d'être confronté à ça. Vous avez été victime d'une opération de phishing, ça s'appelle comme ça. C'est, je prends le nom de domaine, une variante du nom de domaine, un sous-domaine quelconque, et j'essaye de me faire passer pour La Poste. C'est aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, techniquement extrêmement simple non, mais possible de supprimer ce type d'atteinte. Il faut que les grandes entreprises se mobilisent pour permettre d'éviter ce genre d'atteinte à laquelle vous ne pouvez pas faire face. Parce que quand vous recevez un mail vous disant vous êtes à 1,20 € d'avoir votre colis, vous payez 1,20 € et même si vous ne payez pas, probablement votre voisin de palier le fera. Donc c'est le travail des grandes entreprises de protéger leur nom de domaine pour éviter que les consommateurs soient victimes de phishing. Ça n'est pas toujours simple, mais il y a des moyens aujourd'hui techniques de le faire. Alors, qu'est-ce qui est devenu votre plainte? L'enquêteur qui a pris votre plainte, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé, il va essayer de retracer en fait l'origine, d'accord? La problématique qu'on a, et là encore, c'est une problématique de réponse à nos réquisitions, d'accord? Notamment lorsqu'il s'agit de réquisitions qui sont adressées à des hébergeurs de sites. Et c'est ceux-là qui nous posent problème la plupart du temps. Voilà. Soit on a des hébergeurs français, et il y en a très peu, hein, il y en a très peu, avec qui ça marche plutôt pas mal. Mais la plupart de ces opérations, on va dire illicites sur Internet, elles viennent en fait de pays avec lesquels il n'y a pas d'accord de coopération, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment la Russie. Voilà. La Russie, en fait, la problématique qu'on a avec la Russie, c'est simple, c'est soit vous leur apportez 100 000 victimes, et là, peut-être qu'on aura une réponse. Voilà. Avec des et puis surtout qu'on porte atteinte en fait à l'image du pays et l'image de ces entreprises. Là, on aura peut-être une réponse. Si on y va de façon très individualisée, on va dire. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille en tout cas, c'est de rechanger tous vos leggings mots de passe et ainsi de suite. Et il faut essayer de parce que très clairement, ils ont mis la main sur une partie de vos données et ça va être compliqué maintenant. Voilà. Bonne chance. Monsieur.
Merci. C'est une question qui s'adresse principalement aux producteurs, mais qui peut aussi concerner les associations de consommateurs ou les forces de l'ordre. Dans quelle mesure la solution de la blockchain est considérée, puisque ça pourrait potentiellement permettre une traçabilité totale pour le consommateur, et ça pourrait empêcher les plateformes de nier qu'elles étaient au courant, puisque le fait d'avoir un produit sur la blockchain ou pas, c'est quelque chose que les plateformes peuvent vérifier en amont, avant de mettre le produit dans leurs offres. Alors, la question de la blockchain mériterait une matinée entière de débat. Et c'est vrai que dans la minute qui nous reste, c'est un peu compliqué. Alors, très rapidement, la blockchain, c'est le champ des possibles, puisque nous, au travers de la blockchain, le marquage des produits, c'est aussi l'origine des produits, le respect environnemental, l'origine de nos pots, l'origine de nos composants, etc. Bon. C'est pas que des questions de contrefaçon, c'est autre chose. Mais ça peut être aussi des questions de contrefaçon. Ça va dans le sens je pense, tout à l'heure, il y a une question sur le DSA, cette question de la traçabilité du vendeur. Ça, c'est vraiment un point très très important. On demande en fait qu'une plateforme, lorsqu'elle met en place une annonce de vente d'un produit, quel qu'il soit, connaisse qui est le vendeur. Et know your customer, c'est aujourd'hui, je pense, un point central, au même titre que lorsque on déliste une annonce, que cette annonce reste délistée, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas que du take down, mais maintenant l'enjeu c'est le stay down. Et ça, les grandes plateformes, Delphine le disait, c'est 2000 amendements qui ont déjà été déposés sur le texte au Parlement européen. Donc ça va être une bataille de chiffonnier, hein, pour savoir vers où va aller ce texte finalement. On va enchaîner avec la présidence française de l'Union européenne, qui peut être aussi un atout très important, et j'espère que la France défendra, elle l'a déjà dit qu'elle le ferait, mais je veux dire là aujourd'hui il faut qu'on arrive à créer cette alliance au sein même de l'Union européenne. Donc voilà, toutes ces solutions, mais tous ces problèmes sont liés, mais c'est vrai que la blockchain est une partie de la solution. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, Marc Ress, je suis journaliste Next Impact. J'ai une question toute simple. Votre table ronde s'intitule « Quel rôle pour les plateformes ?» mais je ne vois aucune plateforme face à moi. Alors, quel est un petit peu le panachage des réponses qui vous sont apportées par les Amazon, les Facebook, etc. Alors, il faut savoir qu'à l'Unifab, on a un dialogue intense avec les plateformes, qu'elles soient françaises, internationales, européennes, asiatiques. Vraiment, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une à deux réunions avec ces plateformes. Il faut savoir que les discours sont assez variants. Déjà, si la plateforme a un intérêt, qu'elle entre en bourse, qu'elle soit dans le viseur d'une autorité publique, qu'elle ait un intérêt communication, qu'elle soit... Déjà, ça peut faire énormément évoluer les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont un intérêt personnel et professionnel, mais vraiment de la plateforme, dès qu'il y a un intérêt de la plateforme, on voit que les contrefaçons disparaissent quasiment du jour au lendemain. En revanche, elles réapparaissent toujours après. Donc, et puis il y a celles avec lesquelles on a des dialogues très sympathiques. Mais moi, comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour travailler et trouver des solutions. Donc ils sont très sympathiques. Ils nous disent qu'effectivement, ils comprennent le problème et qui mettent beaucoup de choses en place d'ailleurs, mais que ça ne fonctionne pas. Donc, on essaie de les aider. À l'Unifab, on a fait d'ailleurs un document avec toutes les best practices worldwide, ce qui nous permet de déjà leur apporter sur un plateau tout ce qu'elles peuvent mettre en place. Malheureusement, beaucoup d'entre elles choisissent la facilité et donc de faire le strict minimum. Il y en a aussi qui choisissent de faire beaucoup de communication avec peu d'action derrière et qui sont extrêmement entraînées d'ailleurs à la communication. Moi, je dis beaucoup à certaines d'entre elles qui sont même internationales, lorsqu'elles annoncent des chiffres complètement hallucinants qui nous feraient rêver, si c'était le cas, je leur dis souvent, attendez, moi, j'adorerais avoir votre coach en communication. Parce que franchement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais voilà, le dialogue est essentiel. Avec certaines, ça fonctionne, avec d'autres moins. Mais vous savez... tout se construit pas en un jour, et je pense qu'à un moment ou un autre, entre la contrainte, la législation, la réputation qui est en jeu, et puis à un moment leur propre business, il y a un équilibre qui va se mettre en place et elles vont être obligées aussi de jouer le jeu comme on le joue dans la vie offline.
Bonjour à tous. Jean-Sébastien Mariès, je suis associé du cabinet d'avocats Momentum Avocat. Et donc on a une large pratique en matière de contrefaçon, lutte contre la contrefaçon et commerce illicite en ligne depuis pas mal d'années. Donc j'avais une question, déjà une petite observation très rapide pour conforter le propos de monsieur Pierre Bérez sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on arrive à obtenir, des plateformes, des registrars, qui sont les intermédiaires qui louent les noms de domaine, pour tout ce qui est blocage, filtrage, ce genre de mesures qui visent à faire disparaître ou éviter que l'offre de contrefaçon apparaisse. Mais ma question, elle porte sur l'autre volet, c'est-à-dire qu'un autre bénéfice des coopérations avec les plateformes, c'est ce qu'évoquait M. Bell, je pense, c'est que les plateformes ont toutes les données qui permettent non seulement d'identifier les contrefacteurs qui ont petits ou d'une grosse taille, et aussi leurs coordonnées bancaires, et aussi toutes les données qui permettent d'établir la masse contrefaisante, puisqu'ils ont le listing des transactions. Et donc, à travers les plateformes et la coopération, dans le respect des cadres procéduraux, on peut aussi ambitionner d'initier des actions par le biais des autorités publiques, des autorités judiciaires ou des autorités administratives. On entendait la répression des fraudes tout à l'heure. Et alors, c'est peut-être là-dessus, y compris dans la perspective de protection du consommateur, que ça m'intéresserait d'avoir peut-être le retour d'expérience de M. Bartholomé, mais aussi de M. Marcadet, pourquoi pas, sur le volet judiciaire. Ma question, je vais l'illustrer par un retour d'expérience qui date d'hier. On a des très bons résultats en termes d'enquête quand on choisit d'aller au pénal, parce qu'on a des résultats assez satisfaisants. Il y a des services d'enquête qui sont spécialisés, qui marchent très bien. Je pense que là-dessus, on est bien doté. Il y a dans des délais qui sont très raisonnables. Mais après, il y a aussi le volet judiciaire, et c'est sur cet ensemble-là que ça m'intéresse d'avoir votre éventuel retour. Hier, j'étais au tribunal correctionnel pour une audience correctionnelle, un dossier de contrefaçon sur une plateforme, donc qui visait un vendeur. Une demande de renvoi, on est renvoyé à juillet 2022. Il y a 3 mois, j'ai eu la même expérience, renvoi à plus 9 mois, plus 10 mois. Donc voilà, vous avez compris mon propos. Plateforme, coopération, un des volets, c'est recueillir des données pour initier des actions. Est-ce que sur ce volet-là, vous avez des observations, un retour d'expérience à partager ? Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole, si vous le permettez, et je vais vous donner une mission, si vous avez 1 minute pour répondre, parce qu'on me fait signe déjà depuis 3 minutes qu'il faut rendre la table ronde, qu'il faut rendre la table. Alors sur le volet judiciaire, ici, il faut bien comprendre, il y a un postulat qui a été adopté par la directive e-commerce de non-responsabilité de plateforme. C'est-à-dire que les plateformes, des vendeurs, allez, sur les vendeurs, arriver à l'identifier. Alors, ça marche mieux au pénal. Là, ici, pour être très, très court, ça marche mieux tout simplement parce que il y a toute l'enquête, c'est l'instruction qu'il va y avoir, va enrichir le dossier et on va apporter potentiellement des éléments se constituant contre des grosses entités. La probabilité pour qu'un consommateur isolé fasse une démarche judiciaire est totalement improbable. En moyenne, pour obtenir une décision de justice, il faut 421 jours aux premières instances, c'est-à-dire même si la procédure est gratuite, les statistiques de la Commission européenne nous disent 421 jours. 421 jours, vous allez faire l'arbitrage entre les 50 € ou 100 € et les 421 jours en vous disant que ça va être compliqué. Vous abandonnez. Donc, la seule démarche, c'est une démarche collective et d'association, clairement, des démarches collectives au pénal notamment. Enfin, en tout cas, tout ce qui va être possible pour aller le plus vite. Vous évoquiez les délais de procédure. Si c'est pour avoir une décision dans 4 ans et demi, le vendeur n'est plus là, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Ça n'est pas nécessairement le plus efficace. Mais on dit quand même. C'est la multiplication des procédures qui vont changer les choses. En tout cas, bravo pour votre efficacité dans la réponse. Laurent Marcadet, vous vouliez juste ajouter un mot ? Vraiment, un ultime mot. Je m'associe évidemment à tout ce qui vient d'être dit. Simplement, je remarque on parle du pénal, donc on parle d'action publique, on parle de sensibilisation des procureurs généraux, et on s'aperçoit que les parquets sont noyés sous les circulaires de politique pénale autour des feux de forêt, les violences intrafamiliales, les abandons d'animaux, tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien sur la contrefaçon. C'est-à-dire que
aujourd'hui, il n'y a pas de sensibilisation de l'autorité de poursuite autour de la dangerosité, qu'est-ce que la contrefaçon, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et j'en veux pour preuve, c'est une demande qui émane des titulaires de droit, mais qui a été reprise également par l'ensemble de la représentation nationale, c'est qu'aujourd'hui, on est la désignation d'un délégué interministériel à la propriété intellectuelle qui pourrait être le lien entre le ministère de l'économie, le ministère de la justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la transformation numérique, et j'en passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait identifié à l'échelon du gouvernement une personne en charge de coordonner ces différentes administrations, ces différents ministères, pour apporter la réponse que, évidemment, on attend tous. Merci beaucoup. Merci, messieurs, de votre disponibilité et de vos propos. Merci de nous avoir écoutés et je laisse la parole à la prochaine table ronde.